Hola! On se retrouve aujourd'hui pour l'une de mes vidéos préférées de l'année. Ma vidéo favorite, c'est ma vidéo bilan d'année où je vous parle de mes coups de cœur, de mes lectures incroyables que j'ai faites. Et du coup ma deuxième vidéo préférée, c'est quand je fais le bilan mi-annuel. C'est Séverine qui avait fait ça. Alors il me semble qu'elle avait pris le tag sur une chaîne ou un blog et qu'elle l'a remanié à sa sauce. Et bref, ça fait des années que je fais ces bilans là, je vous les mettrai en barre d'informations si jamais vous n'avez pas suivi, que ce soit les bilans annuels ou mi-annuels, j'adore ça. Il fallait que je crédite Séverine parce que voilà, elle fait un travail incroyable et que j'aime trop la façon qu'elle a de... La façon qu'elle a eu de manier, en fait, de remanier ce tag, qui est, je trouve, très complet et qui est assez révélateur de mon année. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour cette introduction et on va commencer tout de suite. La première question, c'est combien de livres j'ai lus cette année. Je vais en profiter du coup pour vous montrer comment est-ce que je répertorie mes lectures. Je crois l'avoir déjà montré sur Instagram, mais je sais plus trop ce que je montre à qui, ce que je mets dans des vlogs que vous voyez jamais, donc voilà. J'ai deux carnets, j'ai mon bullet journal. Voilà, et j'ai le carnet de Séverine. Le carnet de Séverine que j'adore, mais pour une seule... Enfin, pour moi il a qu'une seule utilité, hein. C'est ceci. Je vais vous montrer des pages vierges, ce sera plus révélateur pour vous. Voilà, vous avez des petites pages où il y a le nom de l'auteur, etc. Je respecte rien, moi vraiment. Il y a écrit, genre quand est-ce que vous avez débuté le livre avec la date et quand est-ce que vous le finissez. Moi je mets juste le mois. Voilà, ça me permet de m'y retrouver. Et donc j'en suis à 74 livres. Parfois je fais des grands résumés, parfois je mets une phrase, parfois je n'en mets pas du tout. Et voilà, j'aime bien en fait. Je me sers d'aucune fonctionnalité de son carnet si ce n'est celle-ci. Et rien que pour ça vous devriez l'acheter parce que je le trouve très complet, très bien. Juste je suis un peu psychorigide et j'ai accepté de mettre mes lectures dans un carnet qui va être changé chaque année, mais mon organisation première c'était pas du tout ça. C'était plutôt ceci, donc mon bullet journal où avant je répertoriais mes lectures uniquement par genre. Donc là les graphiques, même si les graphiques c'est pas un genre, c'est un format, mais voilà. J'avais mes romances, les romans contemporains, la non-fiction, le young adult, le thriller. Et voilà, je mettais mes petits trucs comme ça. Et j'ai fait ensuite des petites pages par mois, donc là c'est juillet et août, c'est pour ça qu'ils sont vides. Mais autrement je répertorie, je vais vous montrer pour ce mois-ci du coup. Voilà, je mets les livres que j'ai lus dans le mois, et les livres que j'ai achetés, et je les coche quand je les ai déjà lus. Et je vous spoil du coup le mois de juin, j'ai acheté... j'ai acheté 18 livres. Voilà. Ne cherchez pas, j'étais en pleine période d'examen, j'avais besoin. Et bref, c'est un moyen pour moi de savoir si j'ai beaucoup lu ou pas dans un mois, c'est à titre indicatif, voilà. Et j'aime bien avoir ma sélection, enfin vraiment des sections très marquées entre les graphiques, les romances, etc. pour savoir cette année-là quel livre j'ai plus lu. Et je vois qu'au fil des années, il y a de plus en plus de contemporains que je lis, alors qu'avant c'était vraiment très young adult et un peu romance. Bref, j'utilise du coup mon bullet journal et le carnet de Séverine. Et comme je vous l'ai dit, j'ai lu 14 livres cette année, qui est... Enfin, ça paraît assez incroyable en sachant qu'au mois de juin, j'ai beaucoup lu de graphiques, et j'inclus d'ailleurs les graphiques dedans, mais au mois de juin, j'ai beaucoup lu de graphiques, et j'ai pas forcément le temps de lire, donc là, ça fait plus d'une semaine que j'ai rien lu, 10 jours à peu près, et c'est ok. Enfin non, c'est pas ok parce que ça me manque, mais je suis en période d'examen, donc j'ai pas que ça à faire, genre je préfère étudier. Et voilà, c'est pas grave, c'est bien, je ne sais pas quel commentaire faire sur ce chiffre. J'ai jamais lu autant en 6 mois. Mais en même temps, j'ai jamais eu... Enfin, ça fait très longtemps que j'ai plus ce rythme de je vais à l'école, je prends le train, j'ai du temps libre devant moi. Donc c'est justifié quoi. Je sais que l'année prochaine, ce sera complètement différent. La deuxième question, c'est quelles sont tes meilleures lectures de l'année? On est censé en citer 3. Est-ce que j'ai déjà grugé pour en passer un petit 4e? Ouais. Déjà, j'ai commencé l'année avec... la révélation pour moi qui est Keum-Suk Kendrick Kim, qui est une illustratrice coréenne qui a écrit notamment ce livre qui s'appelle L'attente. Je l'ai découvert parce que j'avais adoré un bouquin de la maison d'édition Futuropolis. Vraiment je vous recommande cette maison d'édition. J'avais lu Nous étions les ennemis que j'ai adoré, qui parle du Japon, enfin bref. Incroyable, j'ai vraiment adoré. Et quand j'ai vu ce livre j'étais là, bon on va voir ce que ça donne, ça parle de Corée du Sud, ça risque de me plaire. Ça ne m'a pas seulement plu les gars, c'est un énorme coup de cœur, c'est un livre qui m'a marqué, et il y en a un autre de l'autrice que je vais vous présenter après qui m'a encore plus marqué, mais celui-ci ça parle vraiment de l'exil. Ça parle pas seulement de la guerre de Corée et de cette guerre qui continue, parce qu'il n'y a pas d'armistice de signer, donc en fait il y a toujours techniquement la guerre entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Ça parle de ça parle aussi du flux migratoire, et ça parle de ces familles qui sont éloignées, et ça fait pas seulement référence à la Corée, ça parle vraiment de la guerre dans le monde,
de ces guerres qu'on fuit, de l'humanité qu'on perd finalement en se disant oui bah les gens, enfin genre vraiment le nombre de gens qui sont morts dans la Méditerranée et on s'en étonne même plus et on en a plus rien à foutre actuellement alors que ça reste des morts qui sont injustes hein. Voilà, ça remet un petit peu tout ça dans le contexte en sachant qu'on suit des vraies histoires. Voilà, j'en dis pas trop mais c'était incroyable, j'ai adoré ce roman. Il a ouvert la voie à cette autrice, à cette illustratrice. Et du coup j'ai lu d'autres romans d'elle, et il y en a un autre qui m'a vraiment énormément marqué, qui est mon préféré de cette autrice. C'est Les Mauvaises Herbes, voilà, toujours de Kam Suk-Gun Kim. Ses dessins sont toujours plus ou moins les mêmes. Voilà, elle dessine originellement à l'encre de Chine. C'est pas des dessins qui, je pensais, allaient me plaire, parce que moi le noir et blanc je suis pas très fan. Mais l'histoire est tellement forte, et elle arrive à faire des planches très lambda, et à d'autres moments vous avez des doubles planches. Regardez la façon dont elle crayonne. Enfin, je suis désolée, le talent quoi. Et voilà, ici on parle des femmes de réconfort qui sont des esclaves sexuels, et on va commencer à dire les termes, ce sont des esclaves sexuels qui ont existé. Il y en a dans toutes les guerres, mais pendant la période de la colonisation des Japonais en Corée du Sud, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été enlevées à leur famille, ou leurs parents les ont vendues, parce que quand vous avez 8 enfants, c'est compliqué de les nourrir en pleine période coloniale, voilà. Donc les parents se sont dit bah je les vends pour qu'ils aient une vie meilleure, et finalement les jeunes filles étaient envoyées dans des espèces de bordels, et voilà, elles devaient, bah clairement c'était des esclaves sexuels pour les soldats japonais. Et on suit cette histoire avec cette jeune fille où, contrairement à d'autres récits que j'ai pu lire où c'est vraiment elles ont été kidnappées, elles ont été enrôlées par l'armée japonaise, là on est vraiment sur une famille qui vivait plutôt pas trop mal, colonisation, tout ça, et bah tu sais pas trop quoi faire, tu te dis bah je vais placer mon enfant dans telle famille, ça va bien se passer, puis de fur en aiguille bah tu te rends compte qu'elle a pas du tout été dans une famille bienveillante, qu'elle part dans autre chose, qu'elle est ensuite exploitée pour son corps, et tu vois des jeunes filles, enfin des fois elles ont 13 ans quoi, ou même un peu plus jeunes, et tu, enfin vraiment vraiment, on va pas pleurer, mais c'était bouleversant. J'ai adoré cette histoire, et ce que j'adore avec cette autrice, et je vais vraiment me mettre à chialer maintenant, ce que j'adore avec cette autrice c'est qu'à chaque fois elle fait des petits textes en fin de ses récits où elle explique pourquoi est-ce qu'elle a voulu écrire telle ou telle histoire. Et voilà, vous avez 4-5 pages qui parlent un petit peu de la colonisation japonaise et des horreurs qui ont été commises, parce que au-delà qu'il y ait eu des esclaves sexuels, qu'on appelle femmes de réconfort, un terme qui pour moi était juste un terme, et quand tu lis ce texte, tu es là, non. Alors femmes de réconfort, on dirait vraiment que ce sont des prostituées. Non, elles ont été forcées, elles ont été contraintes à se faire violer par des hommes en continu, plusieurs fois par jour, par plusieurs hommes. Donc non, c'est clairement pas des femmes de réconfort, elles n'ont pas porté de réconfort, elles se sont fait violer, on va dire les termes. Et ouais, il y a vraiment tout un point historique qui est raconté, c'est ce que j'adore dans ces histoires, et c'était très prenant. Et au-delà de ça, c'est que les femmes de réconfort, le Japon, et c'est aussi pour ça, enfin, faut comprendre l'histoire d'un pays pour comprendre les conséquences maintenant. Pourquoi est-ce qu'il y a une guerre, je mets des gros guillemets, hein, entre le Japon et la Corée, ça dépend aussi de ça, où le Japon n'a jamais reconnu, puis a partiellement reconnu, puis est revenu sur ses propos concernant ces femmes de réconfort. Et voilà, même le peuple coréen est en train de se dire, voilà. Enfin, il y a des choses qui ont été faites par les Japonais et on aimerait bien qu'il y ait une reconnaissance. Ça veut pas dire qu'on va pas pardonner, ça veut dire qu'on a envie d'être reconnu et que ces femmes ont existé. C'est une femme qui a été au Canada qui avait été la première à parler de tout ça, c'est dans les années 90 je crois, donc en plus c'est assez récent, alors que ça s'est passé avant les années 40 quoi, donc ouais, il y a des choses qui se sont passées, qui n'ont pas été reconnues, et ces femmes sont mortes pour la plupart, soit à l'époque, soit plus ou moins récemment, et il n'y a plus personne pour faire valoir cette justice, et vraiment ce bouquin parle de tout ça, et c'était trop bien, et ça fait un peu longtemps que j'en parle, mais il était incroyable, genre vraiment c'était trop bien. Ensuite, je vais vous montrer plutôt le tome 1, mais techniquement en 2023 j'ai lu le tome 2 et le tome 3 qui ont été aussi des coups de cœur, donc voilà, coup de cœur pour toute la saga. Il s'agit de Navi Hera, je vous en parle très régulièrement, je parle sur Instagram, j'en ai parlé sur YouTube je ne sais pas combien de fois. J'adore cette saga, genre vraiment je l'aime, je la revendique, oh là là, mon dieu, c'est trop bien. Ici on suit un homme qui a 70 ans, qui est à la retraite et qui a toujours voulu faire de la danse. Et là il se dit, allez, c'est maintenant ou jamais, réalise ce rêve. Il pousse les portes d'une école de danse, le patron est un peu sceptique mais dit bah écoutez faites, je vais pas vous en empêcher, mais pas très chaud. À côté de ça, il y a ce jeune homme qui s'est blessé et qui était plutôt promu à un avenir prometteur
parce qu'il était très bon en danse, mais suite à sa blessure il pourrait récupérer, sauf qu'il est démotivé, il doit travailler à côté, c'est pas forcément très bien accepté parce qu'il est censé être une sorte d'athlète, en tout cas il est censé vivre pour la danse et pas faire quelque chose à côté, et ces deux hommes vont se lier plus ou moins d'amitié, il y a quelque chose qui va naître entre eux, et non c'est pas une romance, dit comme ça on dirait une romance, ce n'est pas une romance, mais il y a un lien qui va se créer entre les deux ont des histoires un peu similaires et complètement éloignées en même temps. Cet homme du coup il a 70 ans, il a des enfants, il a des petits-enfants qui ont l'âge de ce jeune homme il n'a plus sa mère, avec son père c'est compliqué, le fait d'être un garçon qui fait de la danse classique, voilà, c'est beaucoup trop bien, donc je vous la recommande, c'était vraiment incroyable. Gros coup de cœur encore. J'avais déjà lu le tome 1 mais même le tome 2 et 3 ils sont excellents, je les aime tous. J'ai hâte d'avoir toute la série en papier pour regarder le K-drama dont est issu ce webtoon. Voilà, il est temps que Kabook continue la parution parce que là j'attends les gars. Hein. Si autant mes coups de cœur graphiques sont arrivés assez tôt dans mon année 2023, ça n'a pas été le cas des coups de cœur de romans. Genre vraiment il a fallu que j'attende très longtemps pour avoir mon premier coup de cœur. Je crois que je l'ai eu au mois de mai. Donc vraiment, j'ai attendu pour ça les gars. Il s'agit d'Atteindre l'aube de Digli, qui est un roman autobiographique qui parle de la grande-tante de Digli, donc la sœur de sa grand-mère, qui était une femme assez exubérante et haute en couleur, que Digli a toujours adulée et trouvée incroyable, et était une sorte de modèle pour elle, jusqu'à ce qu'elle décède et qu'elle se rende compte que sa grande-tante avait beaucoup de secrets, et que c'était pas forcément une femme aussi libre que ce qu'elle croyait, et tout le fantasme, je suis pas sûre qu'on puisse parler de fantasme, mais toute l'idée qu'elle avait de sa grande-tante est un petit peu balayée, et elle découvre une autre femme qui va à la fois lui plaire et à la fois lui déplaire, et il y a beaucoup de questions qui sont revenues dedans. On voyage entre Marseille et Lyon, le Beaujolais aussi, parce qu'il y a aussi une partie de l'histoire qui se passe dans le Beaujolais qui est plus ou moins ma région, du coup je relate. Et c'était vraiment très très beau, c'est très bien écrit, Digli elle sait ce qu'elle fait, elle est incroyable, je l'aime, vous avez compris. J'avais eu un énorme coup de cœur pour Rosa qui était très auto-centré, très sur Digli, sa relation avec son beau-père et un petit peu ses pensées, sa philosophie de vie, ou je sais pas, c'était un petit peu tout mélangé. Ici, sous couvert de on va suivre sa grande-tante et plus ou moins le lien qui les unissait, on suit en fait toute l'histoire enfin toute l'histoire, en tout cas une partie de l'histoire de Digli, ses ancêtres etc. Et aussi sa relation, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué, la relation qu'elle a avec son père. Et enfin j'étais assez choquée de certains propos qui sont du coup issus de sa vie, hein, donc ça m'a un peu... ouais ça m'a un peu dérangée. Dérangée dans le sens j'étais mal à l'aise, et je comprends pas qu'il y ait des êtres humains comme ça qui existent sur Terre, mais voilà, il y a beaucoup de questions qui reviennent et c'était incroyable. Si vous avez jamais lu Digli, je ne sais pas ce que vous attendez. Je la trouve très bonne en illustratrice, mais vraiment moi où je la préfère, où je la trouve excellente, où j'ai des coups de cœur, c'est dans ses romans. Donc voilà, lisez Atteindre l'aube. En plus c'est chez La Ville Brûle, qui est une maison d'édition qui est incroyable, féministe, inclusive, tout ce que vous voulez. Trop cool, donc voilà, ça a été le premier coup de cœur roman de cette année. Et putain quel coup de cœur, genre vraiment quand j'ai fini ce bouquin j'étais là, oh, t'as attendu 5 mois pour un coup de cœur roman, t'as lu 60 bouquins, parce qu'à l'époque j'avais lu une soixantaine de bouquins, genre pour ce moment là en fait, ça valait le coup d'avoir attendu tout ce temps pour lire une pépite pareil, il était incroyable. Puisque je vous ai parlé du meilleur, on va aussi parler du pire. Alors je suis entourée de bouquins et de post-it, donc si jamais je regarde en bas, si jamais je suis dans tous les sens, c'est pas très normal mais c'est normal, on commence à avoir l'habitude. Voilà, on va parler des 3 pires lectures de cette année. C'est 3 titres différents, et après on va parler des déceptions. Donc c'est un peu différent entre les pires lectures, vraiment en mode je me suis ennuyée, j'ai pas trouvé ça bien, je comprends même pas que ce soit publié. Encore une fois, c'est selon mes dires, c'est selon mes goûts, au moment où j'ai lu le bouquin. Voilà, on va tout recontextualiser, je préfère le préciser. Pour mes pires lectures, j'ai noté La désastreuse aventure des jumeaux Stevenson, je crois que c'est ça. Je vous mettrai la couverture à l'écran. C'est un manga que m'avait conseillé l'une des vendeuses de ma librairie graphique, que j'adore. Enfin j'aime aussi bien la librairie graphique que la vendeuse, parce qu'on a plutôt des goûts similaires, donc je l'ai vraiment suivi aveuglement. Et là pour le coup j'ai pas... Enfin c'est pas que j'ai pas compris l'histoire, c'est que je n'ai pas vu son intérêt. C'est un tome unique en plus de ça, je ne sais plus chez qui c'est publié, mais bref. Ici on suit un jeune garçon qui va se lier d'amitié avec un autre garçon. Et puis parfois il va voir qu'il y a un changement, et il va se rendre compte qu'en fait ils sont jumeaux. Et donc lui il est ami avec les jumeaux et il arrive bien à les dissocier. Et un jour l'un des jumeaux meurt, et en fait on va croire que c'est un certain jumeau, mais apparemment ce serait peut-être un autre. Le speech c'est ça, et tout le bouquin se concentre là-dessus.
Et bah en fait j'ai pas trouvé de véritable intérêt à ce manga, je l'ai lu, j'ai pas été émue alors que je m'attendais vraiment à verser ma petite larmounette parce que je pleure très facilement, surtout face à des graphiques, mais là vraiment je suis restée insensible à l'histoire. Je vais pas dire que c'était une perte de temps non plus, mais il m'a pas spécialement plu en fait. Et quand je retraçais un peu mes lectures de l'année, je me suis dit bah vraiment celui-là, je me souviens du speech parce que je me souviens de l'enthousiasme de ma libraire, mais je me souviens pas du speech en mode quand moi j'ai lu ce livre. Genre vraiment le moment où je l'ai lu, je regarde pas grand souvenir. Donc voilà, je pense que d'ici la fin de l'année, je l'aurais déjà oublié ce livre aussi, vous voyez. Deuxième pire lecture de cette année, pour le moment, je vous ai déjà longuement parlé dans mon bilan de mai, avril ou mai, je ne sais plus, d'un hiver à Soksho. Je vous remettrai la couverture ici. Vraiment, je n'ai pas trouvé d'intérêt à ce livre, je ne le comprends pas, je comprends même pas qu'il y ait une hype au point qu'il soit traduit en anglais et que les booktokeuses américaines en parlent comme si c'était le roman de l'année alors qu'il se passe rien, qu'on n'a pas forcément de décor, que l'héroïne n'est pas attachante. Vraiment, je n'ai pas compris cette histoire, je n'ai pas compris la hype, je pense que c'est plutôt ça. On aurait pu rebaptiser comme ça l'intitulé de tes 3 pires lectures en mode tes 3 bouquins qui ne veulent pas leur hype. Je sais que c'était très populaire sur BookTok pendant un temps, mais vraiment j'ai pas compris. Ici on suit une jeune femme qui vit à Soksho, qui est une ville au nord de la Corée du Sud, et c'est plutôt animé au printemps, en été, beaucoup de gens, des gens vont là-bas, c'est assez sympa, ça fait un peu une station balnéaire, mais l'hiver c'est un peu mort, et cette jeune fille elle bosse dans une pension. Elle est pas spécialement proche de sa mère, mais elle ose pas quitter Soksho parce qu'elle se dit qu'est-ce que je vais aller foutre à Séoul, j'ai aucune attache là-bas, et ma mère est encore ici donc je dois rester avec elle. Elle a son copain qui vit entre Soksho et Séoul, et un jour il y a un homme qui va débarquer, il est illustrateur en France, enfin il est BDiste en France, je sais toujours pas si ça se dit mais on va le dire, il écrit des BD en France et elle va se fasciner pour cet homme qui dessine. Toute l'histoire c'est ça. Et c'est même pas oh quelle passion dévorante parce que ça aurait pu être super bien et animer le truc, non non, enfin vraiment je ne comprends pas ce livre. Je ne comprends pas ce livre, en plus je crois qu'il a eu un prix mais je ne comprends toujours pas. J'essaye de trouver, en plus vraiment j'essaie de me prendre la tête en disant non mais ça se trouve il y a un côté sous-jacent que t'as pas compris le message. Non, non, je pense que juste je suis pas attirée par ce genre de bouquin et ça aurait pu le faire avec une autre plume, avec une autre façon de faire mais là ça l'a juste pas fait. Parce que dans le genre des bouquins qui ne se passent rien mais que j'adore, les livres contemporains japonais c'est souvent ça. Il se passe rien mais je kiffe. Là ça l'a pas fait. Et un autre livre où, encore une fois, c'est pas qu'il était horrible, c'est juste que faire autant de bruit, genre vraiment beaucoup de bruit pour rien, on peut reprendre Shakespeare pour ça, c'est vraiment il se passe rien, et beaucoup de gens parlent de ce livre. Il s'agit de Lettres d'une inconnue de Stefan Zweig. J'ai lu il y a vraiment des années de ça, le joueur d'échecs, qui est l'un de mes romans préférés, qui m'a traumatisée parce que j'y pense encore maintenant, que j'ai fait lire par la suite à mon oncle et vraiment j'essaye de hyper tous les gens possibles parce que j'ai adoré cette histoire. On parle de torture psychologique dedans et c'est trop bien et trop perturbant et incroyable. Mais qui peut avoir ce genre d'idée? C'était trop bien. Genre vraiment c'était incroyable cette lecture. Lettre d'une inconnue, je l'ai acheté il y a quelques années justement parce que j'avais lu Joueur d'échecs et je me suis dit comme j'ai adoré le joueur d'échecs, je vais sûrement aimer les autres romans de cet auteur parce que j'avais lu sa biographie et je me suis dit ouais vraiment il y a moyen que ça colle, j'aime bien ce qu'il dégageait, etc. Je le commence début d'année, je crois que c'était ma première lecture de l'année, Lettre d'une inconnue et je comprends pas la hype. C'était pas désagréable parce que l'auteur écrit bien, mais dans ce roman, on suit une jeune femme qui tombe amoureuse d'un homme à qui elle n'a jamais parlé, qui est son voisin d'à côté, qui va vivre une vie un peu incroyable et elle le suit de loin. Lui, je crois qu'il est écrivain ou quelque chose comme ça, et elle le suit et elle est une jeune fille quoi, parce que je crois même qu'à l'époque elle est enfant. Je crois que vraiment... Mais vraiment une jeune fille qui tombe folle amoureuse et qui est dévouée de passion pour un homme d'âge mûr et... Enfin j'étais juste mal à l'aise, j'étais là, franchement la pédophilie elle est là dans ce roman donc... Ouais je suis pas très fan de la pédophilie quoi. La quatrième question c'est la bonne surprise de ce début d'année et je ne sais pas faire... Enfin je sais pas suivre les consignes donc j'en ai pas mis une, j'en ai mis 3. Et il y en a un que je n'ai même plus en ma possession parce que je l'ai revendu entre temps. Et maintenant je suis en train de me dire, je le relirai bien, genre dans quelques années. Donc je vais sûrement l'acheter quand il sortira en poche. Il s'agit de Journal d'un vide, je vous le mets ici. Je vous mets ici la couverture, ça raconte l'histoire, on est au Japon et il y a une femme qui fait le café pour ses collègues. Elle est secrétaire et là elle se met à faire le café. Elle va voir son boss et elle lui dit par contre maintenant je pourrais plus faire le café. Et il dit pourquoi tu peux plus faire le café, ça fait des années que tu le fais.
Et elle dit bah parce qu'en fait ça me donne des nausées vu que je suis enceinte. Et ben ça commence comme ça et on est là genre bah elle est enceinte. Et pendant tout le récit, on va se questionner sur cette femme parce que elle veut faire croire qu'elle est enceinte. Genre vraiment, elle fait croire qu'elle est enceinte et en même temps elle a une vie de femme enceinte. Et toute le mystère et l'ingéniosité de ce roman, c'est que est-ce qu'elle est vraiment enceinte ou est-ce qu'elle simule? Et comment elle peut simuler à ce point? Parce qu'à un moment donné, elle parle de faux ventre, mais elle va aussi voir genre l'obstétricien. Tu peux pas aller avoir un obstétricien si tu ne portes pas d'enfant. Et vraiment, mon cerveau a été matrixé par cette histoire et je l'ai bien aimée sur le coup. Mais avec du recul, ça a vraiment été genre une excellente surprise. Et c'est pour ça que je me dis, franchement, d'ici la fin de l'année, j'aimerais bien le relire et me refaire un opinion en fait sur cette histoire parce que c'était vraiment surprenant mais super aussi. Donc voilà. Un autre livre que je ne pensais pas, c'est pas que je pensais qu'il allait me déplaire, mais je pensais pas aimer autant. Il s'agit de Rose d'acier de Rémi Yang. Je vous avoue que comme j'ai fait pas mal de récap de la semaine, de bilan lecture, etc., j'en ai beaucoup parlé de plein de ces livres et j'ai pas envie d'en remettre une couche et de faire une vidéo qui dure 1h30. Je pourrais, j'adore en parler, mais pour vous c'est un peu redondant. Mais ici c'est un reportage journalistique où un journaliste, Rémi Yang, d'ailleurs je crois que cette semaine il était à Éveil le Phénix pour parler de cette histoire. Je suis dégoûtée de ne pas être parisienne actuellement, mais c'est pas grave. Ici c'est un journaliste du coup qui va se questionner sur une prostituée chinoise qui a été tuée. C'était vraiment ça la base de son enquête et il va se retrouver à, pas infiltrer parce que c'est volontaire, mais il va se retrouver à suivre une association qui s'appelle Rose d'acier et qui va aider les prostituées chinoises parce qu'il se passe des choses par rapport à ça. Et c'était trop bien, genre vraiment je ne pensais pas aimer, c'est incroyable. Il y a tellement de choses qui sont faites concernant la prostitution où c'est pas illégal mais est-ce que c'est vraiment légalisé? Même en France, tu te poses quand même des questions parce que les clients n'ont pas le droit d'aller à la prostituée, mais maintenant les prostituées ont le droit d'exercer. Voilà, il y a toutes ces questions-là. On parle aussi de Covid, on parle de la particularité d'être une prostituée chinoise, qui n'est pas la même chose que d'être une prostituée qui vient de Pologne, par exemple. Alors je suis pas très calée en réseau de prostitution, mais justement les prostituées chinoises ne font pas partie d'un réseau, et enfin c'est pas vers ça qu'elles tendent. Et donc c'était hyper intéressant d'un point de vue culturel, c'était trop bien. Et ensuite des femmes de la vraie vie. Et j'avais pas eu de coup de cœur parce que la fin, c'est la vraie vie. Genre ça se termine pas. Il y a pas genre ah bah elles vont bien, elles retournent en Chine, tout va bien, elles sont heureuses. Bah non, tu sais ce qu'elles deviennent là, mais tu sais pas tout. Et voilà, j'étais un peu frustrée. Donc c'est pour ça que je peux pas le dire un coup de cœur. Mais avec du recul, je crois qu'on est quand même sur un coup de cœur. Mais voilà, je le mets dans cette catégorie, comme ça, d'ici la fin de l'année, vous saurez que je vais le ressortir. Et la dernière bonne surprise de cette année, honnêtement j'en ai tellement parlé et j'ai l'impression d'en parler depuis des siècles, alors que ça fait que 6 mois en fait. Il s'agit de Funeral Concerto. C'est un manga mais qui est taïwanais, c'est l'un des premiers bouquins taïwanais que j'ai pu lire et ça a été une telle claque que par la suite j'en ai lu plein d'autres et c'était incroyable, genre vraiment si vous connaissez pas Taïwan, renseignez-vous, c'est trop bien, genre vraiment. Ici on suit une jeune fille qui est un peu perdue, qui était plus ou moins dans la musique. Ses parents vont pas forcément la rejeter mais vont pas être très en accord avec ce qu'elle veut faire de sa vie. Du coup elle va partir de chez elle, elle va aller chez son oncle ou quelqu'un de sa famille, je crois que c'est son oncle, ouais. Bref. Elle va aller chez quelqu'un qu'elle connaît, de fil en aiguille elle va rencontrer quelqu'un, pas du tout dans une romance, vraiment on n'est pas du tout là-dedans. Je sais que je suis assez ambiguë avec mes propos et mes résumés un peu bancals, mais voilà. Elle rencontre quelqu'un qui travaille dans un centre funéraire et elle va décider d'être à son tour, gérer plus ou moins ce centre à son tour. Elle va surtout faire des toilettes mortuaires et il y a une telle importance donnée au corps et aux cérémonies, aux rites religieux, au vécu de la personne qu'on va chercher à sublimer de par tous les rites funéraires. C'était incroyable. Je sais que quand ça parle de mort, il n'y a pas tout le monde qui aime. Je veux pas dire que je suis une fan de la mort, mais c'est pas quelque chose qui me dérange. Et surtout, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de respect, autant de bienveillance. Je crois que c'est vraiment ça. Dans mon métier, je suis... Alors, en ce moment je travaille dans le handicap mais j'ai beaucoup travaillé avec des personnes âgées, du coup la mort ça fait partie de ton quotidien. Enfin, c'est quelque chose auquel tu t'habitues et des gens vont très bien, d'un seul coup ils décèdent et voilà. J'adore accompagner les gens jusqu'au bout, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je tiens vraiment à respecter toute la vie de la personne et c'est vraiment une valeur pour moi, c'est quelque chose de très fort. Et de retrouver tout ça, toutes mes croyances, toutes mes valeurs dans un livre, ça m'a fait tellement de bien, ça m'a tellement touchée. Clairement j'aurais pu le mettre dans mes meilleures lectures, sauf que après je vous fais une vidéo de 4 heures, donc voilà. Mais ça a été vraiment le livre que j'ai acheté parce que je le trouvais beau,
vraiment très superficiel, je le trouve à Cultura. Je le mets, je le prends en photo, puis je le retrouve plus tard. Je sais pas si je l'avais racheté à Cultura ou à la Fnac, enfin bref. Je l'ai acheté et vraiment une révélation. Parce qu'on a ce côté funéraire, on va dire ça. On va parler de la mort, etc. Mais on va aussi suivre cette fille qui va s'épanouir et qui va ensuite prendre d'autres décisions pour sa vie. Et c'était incroyable, vraiment. C'est pas un truc ouf, genre vraiment vous n'allez pas avoir des révélations, des scènes de combat ou que sais-je, mais c'était... Enfin, c'était trop bien, vraiment je l'ai adoré, donc si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le, il était trop bien. C'est publié, pas dans une grosse maison d'édition, en tout cas j'en ai jamais entendu parler, c'est chez Nazca Édition, mais il était trop bien, genre vraiment. Vous le savez, avec Séverine, s'il y a le côté bonne surprise, il y a aussi la grosse déception. J'en ai mis un, et il y en a un autre, il faut que je m'explique un peu parce que les attentes étaient hautes et elles n'ont pas forcément correspondu à ça. Le premier que j'ai noté, c'est The Spanish Love Deception de... J'arrive jamais à me souvenir le nom de l'autrice, encore une fois il y aura la couverture à l'écran. Ça partait tellement bien, enfin vraiment, des années à voir ce bouquin sur TikTok, à se dire allez, un jour il va être traduit, parce qu'à force d'avoir la hype, maintenant les maisons d'édition ont plus tendance à traduire des bouquins qui étaient super connus aux États-Unis, là où avant, avec les réseaux traditionnels, les traductions suivaient pas toujours. Genre vraiment, ils pouvaient être dans le top 1 du New York Times, ils sortaient peut-être 3 ans après. Parce que l'autrice a fait un truc de fou avec un youtubeur, du coup elle devient connue, enfin bref. Ou alors une adaptation cinématographique, vous voyez le genre. Maintenant avec BookTok, ça bouge pas mal. Donc trop contente, le livre va être traduit et tout. Pour le moment, j'avais vu que des avis d'anglophones qui l'avaient adoré. Et juste quand j'acquiers mon bouquin, je vois des avis de francophones qui l'avaient lu en anglais, qui n'avaient pas spécialement aimé. Je me dis que je vais attendre, je lis mon bouquin, je vais me faire mon propre opinion. J'adore la première moitié, genre vraiment coup de cœur pour la première moitié. Grosse déception pour la seconde, du coup. Et ouais, vraiment, peut-être que mes attentes étaient trop hautes encore une fois, mais je sais pas, ce virage, ouais, je sais pas. Vous partez dans une histoire, vous êtes bien dedans, puis après vous changez comme ça complètement de cap, de dynamique. Les personnages changent aussi, t'es là, mais ils ont quoi comme troubles mentaux pour changer autant? Et le deuxième bouquin, je vais pas dire que c'est une mauvaise lecture, parce que c'est pas le cas. Vous voyez, c'est pas dans mes pires lectures, loin de là. Mais il s'agit de Just Wanna Be Your Brother, de Nin Gorman et de Mathieu Kibé. Nin, j'ai lu tous ses bouquins, genre grosse fan. Non, il me reste encore Le jour où le soleil ne s'est plus levé, mais c'est surtout parce que j'aime trop le personnage principal, j'avais commencé le livre et en fait ça me fait trop mal de le lire. Ne cherchez pas la logique, mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'histoire, vous voyez. Bref, dans Just Wanna Be Your Brother, c'est un préquel de Ashes Falling for the Sky. J'avais adoré, mais genre vraiment gros coup de cœur pour le premier tome de Ashes, j'ai détesté la fin, genre vraiment j'aime pas cette fin là. Et du coup le deuxième tome, je l'ai bien aimé, mais je l'ai pas autant, j'ai quand même chialé, parce que vraiment le deuxième tome chialance, et je l'avais lu en moins de 24 heures en sachant que je bossais, je m'étais levée à 5 h du mat pour pouvoir le lire, enfin bref, je suis une grosse fan de Nin si vous aviez pas compris. Just Wanna Be Your Brother, je me suis dit ça va être un préquel, donc ça va être un peu différent, on va suivre une dynamique, et vous voyez c'était sympa, hein, c'était vraiment sympa à lire. Mais je trouve pas qu'il y avait un réel intérêt de faire un préquel parce que je me suis dit oh trop bien, on va plus voir Zach. Je me suis dit on va peut-être plus creuser et en fait on a creusé, enfin ils ont, le duo d'autoristes ont creusé quelque chose mais pas forcément les choses auxquelles je m'attendais et vous voyez c'était sympa. C'était vraiment sympa comme lecture mais je m'attendais à plus, peut-être plus d'émotions, plus de... peut-être pas de révélation, mais je me suis dit ah il va se passer quelque chose parce que avec le tome 2 il y a aussi son lot de révélations dans Ashes. Et il se passe des choses, et je veux pas vous spoiler parce qu'il y a encore des gens qui le découvrent maintenant, et en plus il est sorti en poche donc vous avez plus d'excuses pour pas le lire, vous voyez. Mais il se passe des choses dans le tome 2 et tu te dis oh un préquel, mais ça va être ciblé là-dessus. Sauf que non, pas totalement, et c'est ça qui m'a un peu frustrée qu'on n'aille pas plus loin, qu'ils aillent pas plus loin dans ce truc là. Je suis frustrée de pas pouvoir vous le dire. Je pensais vraiment qu'on allait plus être ciblé là-dessus. Donc ouais, c'était sympa, j'ai adoré le côté musique, parce que j'adore la musique et en plus avec Nin et Mathieu, je pense que voilà, nos playlists sont peut-être pas similaires mais se ressemblent beaucoup. Donc pour ça c'était trop bien pour le côté amitié, alors je vais parler de Nin parce que du coup c'est vraiment que j'ai lu en majorité. Nin elle sait trop bien faire des groupes de potes, chacun a sa singularité, ça c'était trop bien. Mais ouais, je sais pas, genre vraiment le préquel, je suis pas sûre qu'il était nécessaire en fait. Et je suis déçue parce que j'attendais, vraiment je l'attendais, je l'ai lu en 2 jours, j'étais trop contente, j'étais à la dédicace, mais non, faut être
faut être honnête, c'était pas à la hauteur de mes attentes, donc c'est une déception aussi. Une plus petite que The Love Deception, mais ça reste quand même numéro 6. J'ai plus l'intitulé exact, faut que je regarde sur mon téléphone. Il s'agit du tout dernier livre arrivé dans ta palle, acheté SP. Mon problème, c'est que j'ai été à Cultura il y a 3 jours de ça, et j'ai craqué mon slip. Vraiment, au mois de juin, j'ai cru que j'étais riche. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Je voulais un livre, je l'ai acheté. Vraiment, il y avait zéro self-control. Et en plus, il y a d'autres parutions qui arrivent au mois de juin, on va s'en parler. Mais vraiment, j'ai vécu comme si j'étais un émirat. J'ai acheté 4 livres. Donc forcément, je vais vous les montrer. Le book haul de ce mois-ci va être indécent. Mais j'ai hâte parce que je vais blablater encore et j'adore blablater au sujet des livres. Déjà, je me suis acheté le deuxième tome de Ira Yasumi parce que j'ai lu le premier tome en début du mois et que il me fallait la suite. Et en plus, il est encore sous blister, donc je n'ai même pas lu, les gars. Honteux. J'ai acheté People We Meet on Vacation de Emily Henry, alors que j'ai pas aimé le précédent de l'autrice, mais voilà, je donne mon argent. J'ai acheté Ces plaisirs violents de Chloé Gong parce que je suis faible, un hardback, voilà. Alors vraiment, il est vraiment très très joli, on est bien d'accord. Je l'ai pas acheté seulement pour ça. Je l'ai acheté un peu pour ça, mais je l'ai aussi acheté parce que ça fait des années qu'une de mes copines m'en parlait et maintenant qu'il a été traduit, j'avais pas d'excuses. Tout simplement. Et pour finir, j'avais adoré La bibliothèque des rêves secrets. Je suis pas trop sûre du titre, mais bref, j'avais adoré le roman précédent de l'autrice, enfin précédemment traduit de l'autrice. Et du coup il me fallait un autre roman de cette autrice. Il s'agit de Michiko Ayoma et c'est Un jeudi saveur chocolat. J'ai appris son résumé quand je suis arrivée à Cultura, mais j'avais prévu de l'acheter, vous voyez, juste j'ai découvert, j'ai fait oh d'accord. Séverine demande ensuite quel est le roman que tu attends le plus pour les 6 mois à venir. Alors il n'y en a pas qu'un, ça aurait été surprenant que je respecte la consigne, on est bien d'accord, et surtout il n'y a pas que des romans. En premier, je me suis noté le tome 3 et par extension le tome 4 de Fils de Taïwan. Je vous mettrai la couverture du tome 3 ici. J'ai adoré le tome 1, j'ai bien aimé le tome 1. J'ai adoré le tome 2, j'ai hâte de lire le tome 3 et j'ai hâte de finir la saga. En fait j'ai une date de parution pour le tome 3, il sort au mois de juillet, donc c'est bientôt, je suis heureuse. Mais j'ai pas, enfin la dernière fois j'ai checké sur le site de Kana, il n'y avait pas de date de parution pour le tome 4. Alors j'espère que ce sera pour 2023. Je pourrais chercher l'information, je ne l'ai pas fait. Mais voilà, c'est la sortie qui me tente le plus là pour les semaines et mois à venir. Je me suis aussi noté le roman de Sophie Gonzalez. Elle l'a coécrit avec je ne sais plus qui. Je vous mets la couverture à l'écran. C'est un livre que j'ai acheté au mois d'août à Paris, en anglais. Et je l'ai pas lu. Genre vraiment, je le vois dans ma palle, il me juge fortement. Et là, il sort tout bientôt en librairie, dans quelques jours je crois. Jeudi, il me semble. Donc ouais, c'est... Voilà, j'ai un petit peu honte, mais objectivement, je vais pas le lire en anglais. Donc je me dis, je vais l'acheter en français. Et Sophie Gonzalez, je l'avais lu avec je ne sais plus quelle histoire. J'arrive pas à trouver les bouquins en fait. Ma vue a dû encore diminuer parce que d'ici, je n'arrive pas à lire les titres de mes bibliothèques. Je l'avais adoré. J'avais adoré un de ses romans qui parlait de deuil et tout. Le cancer était hyper bien traité. Vraiment, la thématique était très bien... Oh, trop bien. Genre vraiment trop bien fait. Et c'est rare que je dise ça, surtout pour une maladie telle que le cancer. Donc vraiment, c'était... on point, je l'avais adoré et du coup hâte de lire cette histoire. En plus ça se passe dans un univers de musique, ça va être trop bien, genre vraiment PKJ, Take My Money. Et le dernier que je me suis noté, alors je suis pas sûre qu'il va sortir cette année parce que un autre roman de l'autrice est déjà sorti. Love and the Brain est sorti au mois d'avril, mai, je ne sais plus. Et là il y a un autre roman de l'autrice, donc Ali Hazelwood, je vous mets la couverture ici du coup en anglais, qui est sorti. Tout le monde et sa maman le lit, tout le monde et sa maman l'adore, sauf que je ne peux pas lire en anglais, le niveau est un petit peu trop élevé pour moi. Et voilà, moi je reste dans ma frustration et mon seum alors que tout le monde adore. Mais c'est celui que... Je sais qu'il va pas sortir dans les 6 mois à venir, mais en même temps j'ai espoir qu'il sorte dans les 6 mois à venir, donc laissez-moi avec mes rêves et mes espérances. Ensuite, le livre que tu viens de finir, celui que tu es en train de lire et le prochain que tu liras. Est-ce que je vais en citer qu'un? Bah non, bien sûr. Le dernier que je viens de finir, c'est Je déteste les comédies romantiques. Sauf que je suis en pleine période d'examen, donc celui-ci je l'ai fini il y a plus d'une semaine. Vraiment, ça va faire une petite dizaine de jours que je l'ai terminé. Depuis, j'ai essayé de lire 2 bouquins, je vais vous les montrer du coup. Je me suis acheté, oui parce que vraiment je vous ai dit j'ai acheté je ne sais pas combien de livres. Je me suis acheté Toi, moi, elle parce que Nadège a recommandé, donc Pauline a acheté. Avec Nadège on a une espèce de consensus, elle conseille des livres, je les achète. Vraiment, comme si c'était elle l'autrice de tous les bouquins qu'elle conseillait, vous voyez. Si jamais la vidéo bouge un petit peu, si jamais il y a des petits miaulements, petit Holden est ici et c'est à la fois le meilleur et le pire assistant, vous voyez. Genre animal de soutien émotionnel 10 sur 10 pour faire une vidéo.
moins 15. Bref, il y a celui-ci que j'avais commencé dans le train, mais je suis tellement stressée pour mes examens que je n'arrivais pas à lire, donc j'ai renoncé et maintenant dans le train je lis mes fiches de révision tout le temps, 4 heures par jour, et je stresse toujours autant. J'avais aussi essayé de lire Elle et son chat, donc là j'ai été un petit peu plus loin, j'ai été à 60 pages, ça raconte l'histoire d'un chat d'un côté et de l'autre côté une maîtresse, genre comment est-ce qu'elle a trouvé son chat. Et par la suite on suit un deuxième chat qui est copain avec le premier chat et tout. Franchement c'est chouette à lire. Je suis pas forcément très roman qui parle des animaux. Enfin qui parle des animaux oui, mais je pleure assez facilement parce que pour moi les animaux sont mieux que les hommes. Du coup j'accepte pas qu'il leur arrive des catastrophes. Et deuxièmement quand on parle à la place d'un animal j'ai un peu du mal avec cette idée là. Genre un animal ça parle pas. J'aimerais que Holden puisse me parler mais ça marche pas comme ça. Et est-ce que c'est pas magique un animal justement parce qu'il te parle pas aussi et que tu peux juste percevoir des émotions et tu sais pas comment les interpréter? Bref, c'est un sujet philosophique que je suis en train de vous faire là. Voilà, peut-être que je vais les reprendre ces deux là, je sais pas quand, genre quand mon cerveau aura un petit peu décompressé. Et celui que j'aimerais aussi beaucoup lire, que je viens de recevoir, donc en fait j'aurais pu me glisser en fait dans la pile des livres parce que j'en ai acheté un bon paquet et dans la foulée j'en ai reçu un. C'est de chez Slalom, c'est No Sex Club de Betty Piccoli. Il m'intéressait beaucoup, j'étais très intriguée. On va parler plus ou moins, en tout cas de toute la sphère de la sexualité. À ce que j'ai cru en comprendre, on va vraiment être sur la sexualité, la romantisme, mais je sais pas si on va avoir plusieurs de profils qui sont as. Donc je sais pas, on verra, mais il me tentait beaucoup. Et comme ça c'est l'occasion en plus de vous parler de bouquins que j'ai reçus, / achetés, donc ça c'est cool. Je vous rassure, il reste que 2 questions. La 9e question, c'est un moment qui aura vraiment marqué ta vie de lecteur cette première moitié d'année. Je peux pas ne pas citer les Quais du Polar. Genre chaque année c'est un plaisir de retrouver Eva. Bon, c'est que la 2e année qu'on se retrouve, enfin la première année qu'on se retrouve, la première fois on se rencontrait, mais c'est vraiment un plaisir. En fait ça fait... Merci mon chat, je ne sais pas où tu vas aller. Ça fait du bien d'avoir des gens bienveillants autour de soi, mais qui soient loin. J'aime bien le fait d'avoir des amitiés à distance. J'aime bien le fait qu'on se retrouve tous, enfin on a vraiment des profils complètement différents. Ouais vraiment socialement, t'as rien de plus diversifié que des lecteurs. Et qui en même temps se retrouvent pour une passion commune, c'est trop bien. À chaque fois on se fait un restaurant, enfin on se retrouve en fait, on va manger ensemble et c'est trop cool, on se retrouve au salon et c'est trop bien. Et on parle de lecture où on sait que la personne n'ira pas forcément le même bouquin que toi, mais c'est trop bien de pouvoir en parler à quelqu'un qui comprenne en fait les sentiments, les émotions que te font ressentir des livres. Tu retrouves ça, enfin moi je retrouve pas ça dans mon quotidien. Je peux parler de bouquins à ma mère, mais ma mère elle a jamais eu une claque absolue pour un bouquin, donc même quand je lui en parle ça reste assez limité, alors que bah, des copains lectrices c'est différent. Et vraiment les Quais du Polar c'est pas un... c'est un salon que je trouve très bien quand vous aimez le polar et les romans noirs et ce genre de thriller etc. J'aime bien, moi à petite dose, mais je suis pas une méga fan, mais j'y vais parce que c'est l'occasion de retrouver les copains et de manière générale c'est vraiment ça pour moi les salons littéraires. Des livres tu peux en commander tous les jours sur tous les sites qui existent, tu peux aller dans toutes les librairies, on va te les commander tes livres, mais avoir un point de rassemblement pour les lecteurs où tu vas avoir cette passion commune, où tu vas pouvoir rencontrer des auteurs et des autrices, c'est trop bien, c'est ouf, c'est... Oh là là, vraiment, c'est l'un de mes moments préférés de l'année, je l'aime beaucoup trop et voilà, j'ai hâte d'être l'année prochaine pour revivre ça à nouveau. Et normalement en plus l'année prochaine je pourrais aller à Saint-Maur-en-Poche et ce serait la première fois que j'irais et ça a l'air d'être encore plus incroyable. Mais il y a beaucoup de copains qui font les Quais du Polar qui vont aussi à Saint-Maur. Et cette année j'étais là ouais franchement je peux m'organiser, je peux y aller, et en fait ça n'a pas eu lieu. Genre vraiment la seule année où je peux vraiment y aller, où je ne travaille pas, parce que je travaille un week-end sur 2 normalement. Là j'avais tous mes week-ends au mois de juin, financièrement j'étais trop bien. Je me suis dit vas-y je prends la voiture ou je prends le train, rien à foutre. Et ils annulent. J'étais dégoûtée. Et enfin, la dernière question, c'est pour finir, as-tu pris des résolutions pour cette fin d'année à venir dans ta vie de lecteur ou des choses que tu ne veux plus faire? Bref, qu'espères-tu pour ces 6 prochains mois? Honnêtement, début d'année, je m'étais fixé, enfin même déjà en fin d'année 2022, je m'étais fixé un budget de livres que je respectais. Et j'étais trop contente, franchement, de ne plus acheter compulsivement des livres, d'être raisonnable, de vider, vider mes étagères de ma palle. J'étais trop fière, hein. Et depuis 2 mois et demi même, c'est un peu catastrophique. Genre vraiment, un livre me fait envie, je l'achète, j'ai plus de self-control. En plus, il y a plein de livres que je veux plus regarder les sorties livresques à cause de ça, parce que ça me tentait trop et que j'achetais un peu tout et n'importe quoi parce que les gens les recommandaient. Sauf que je passe à côté de livres qui me donnaient très envie et que j'avais hâte de pouvoir lire. Enfin vraiment, le bouquin de Digli,
mais c'était évident que j'allais le lire, mais comme je m'étais pas renseignée sur Booknote ou sur des vidéos YouTube, Instagram, BookTok, peu importe, comme je m'étais pas renseignée sur les parutions à venir, j'étais passée à côté et c'est le jour de sa sortie que j'ai réalisé qu'il sortait. Je fonçais en librairie, en plus à l'autre bout de ma ville, pour acheter le bouquin, pour le lire dans la foulée, pour chialer le soir sur Instagram en mode il était trop bien, lisez-le. Voilà, donc je suis un peu bête, j'arrive pas à retrouver la balance que j'avais. En plus, comme je suis dans une période d'examen, c'est compliqué, enfin c'est compliqué. Non, j'ai des super notes, genre vraiment je valide mes modules, c'était trop bien, genre ça m'a fait du bien, mais j'ai beaucoup de révisions, ma charge mentale elle est là, ouais, je lis pas beaucoup et à côté de ça j'ai envie d'accumuler, j'ai besoin, ce besoin compulsif, vous voyez, et je me dis que c'est pas très sain, et voilà, j'espère revenir à ce que je faisais en début d'année, parce que là je prends une direction que j'aime pas trop. Après l'été il y a beaucoup moins de sorties et pour moi la rentrée littéraire de septembre ne m'intéresse pas. C'est beaucoup de contemporains, c'est très peu de personnes queer, très peu de femmes, très peu de romans asiatiques, donc vraiment pas des choses qui m'intéressent. Ça plaît peut-être à une certaine caste mais pas à moi. Donc voilà, j'aimerais bien revenir à ce rythme là, à cet état là. J'ai hâte aussi que mon examen de juillet, parce que là il me reste encore 2 gros examens, 2 grosses épreuves à passer, j'ai hâte que ce soit derrière moi, comme ça je pourrais lire à nouveau dans le train, je pourrais lire des romans dans le train, je pourrais lire des essais dans le train, tout sauf mes notes, mes fiches de révision. Je pourrais retrouver ce rythme là parce que même, enfin ça me manque, genre vraiment d'un point de vue imaginaire, je sens que je suis que dans la réalité et tout, j'arrive pas à m'échapper de tout ça et ça me manque vraiment. Je vois des gens qui font des super lectures, je suis là trop bien. Et j'arrive pas à me poser, en fait je suis trop obnubilée par mes épreuves, donc j'ai hâte que ce soit derrière moi, histoire que ça me libère un peu. J'en aurai d'autres au mois d'octobre, mais déjà pendant 3 mois j'en aurai pas, donc ça sera bien, je pourrais réviser en fond comme ça, mais pas H24 collé à mes fiches. Donc j'ai hâte de ça. Des bonnes résolutions, franchement pas tellement, juste ce point de vue budgétaire qui m'embête. J'en avais déjà un peu parlé sur Instagram je crois, mais j'aimerais beaucoup aller à Paris au mois de septembre. J'ai repéré plusieurs Airbnb qui me plaisaient bien, j'ai vu un peu le prix des billets de train et tout, mais j'ai toujours pas sauté le pas, donc peut-être que j'aurais besoin de calme, donc voilà, pour le moment j'ai pas encore complètement décidé, mais si j'y vais ce sera pour aller à la librairie Le Phénix qui est ma librairie préférée au monde, sur Terre, c'est incroyable, que des bouquins asiatiques, le rêve. Et peut-être Montreuil cette année, je vous avoue que j'y ai pas été l'année dernière parce que ça me triggerait. Pas sûr que ce soit très français, mais je sais que je vais croiser des gens que j'ai pas très envie de croiser, où je serais très mal à l'aise. Donc je préfère ne pas y aller, sauf que je trouve ça bête de me priver d'un salon que je fais depuis très longtemps, juste parce que potentiellement je vais croiser des gens avec lesquels je vais pas me sentir à l'aise, en sachant que le salon est très grand et en sachant que on va pas se confronter en mode on va se battre, c'est pas du tout ça, donc voilà, je sais pas encore, j'aime beaucoup ce salon mais en même temps les salons c'est assez anxiogène chez moi. Les quais du Polar ça va parce que tu peux rentrer et sortir assez facilement, en plus de ça moi j'y vais avec les copains, j'y vais toujours vendredi fin d'après-midi et samedi matin, donc c'est des bons horaires pour moi, pas beaucoup de monde, c'est pas la même, alors s'il y a du monde, il y a quand même des endroits où vous pouvez soit être en hauteur, donc vous voyez les gens et vous n'êtes pas avec eux, soit vous pouvez quand même un peu vous isoler et tout, donc ouais je sais pas, Montreuil c'est assez compact, j'aime bien y aller le vendredi mais je sais pas si cette année je pourrais prendre mon vendredi et mon week-end. Faut que je m'organise avec le travail et surtout faut que j'affronte cette peur. Et ouais, enfin faire des salons littéraires aussi quand on en a fait à plusieurs et se retrouver à nouveau seul. Moi de base j'y allais toute seule à mes salons littéraires. Vraiment j'y allais pour voir des autoristes, pour faire un maximum de dédicaces et pour un petit peu être qu'avec des gens plus ou moins passionnés par la lecture. Et avec le temps, bah, tu rencontres aussi des lecteurs, avec les réseaux sociaux ça aide, et tu te retrouves à créer un groupe, plusieurs groupes qui vont au même salon, etc. Et c'est trop cool, mais de passer de je suis toute seule à je suis avec plein de gens à je suis toute seule à nouveau, je sais pas trop comment je vais gérer, donc on verra si j'irai, c'est l'un de mes objectifs. En plus Paris au mois de décembre, j'adore, vraiment c'est rare que je dise que j'adore Paris. Paris me manque en ce moment. Aussi une phrase que je pensais jamais dire de ma vie, mais voilà, je me dis que ce serait l'occasion de faire des cafés tout mignons, de boire mes meilleurs chocolats chauds, d'acheter mes meilleurs albums de K-pop à Musica, d'acheter mes petits livres à la librairie Le Phénix. Donc peut-être qu'avec l'ambiance, avec l'approche de Noël, j'adore faire des calendriers de l'Avent et tout, donc peut-être que je ferai ça, mais voilà, c'est peut-être la seule résolution, le seul projet que j'ai en tant que lectrice, en tout cas pour la fin de l'année, donc voilà. J'aimerais aussi beaucoup me faire un voyage en Écosse, j'y avais déjà été il y a quelques années maintenant, ça fait un bail, mais j'avais pas fait Édimbourg, donc j'ai bien envie de me faire Édimbourg, et Édimbourg forcément je ferai librairie, et voilà, ça pourrait être chouette, mais on verra, ce sera peut-être en 2024, peut-être que ce sera en 2026, je ne sais pas, c'est pas grave. J'aimerais vous dire que j'irai à Taïwan en fin d'année, mais financièrement ce n'est pas possible, alors qu'en plus il y a une librairie qui ouvre genre H24,
genre mon rêve. Bref, je m'arrête ici, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez eu des gros coups de cœur en début d'année, je suis curieuse. Dites-moi si vous allez enfin lire Les Mauvaises Herbes, parce que là, à part vous donner de l'argent pour le lire, je ne sais plus quoi faire pour vous. Bref, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!